Something's on the timber. Yeah, looks alive. Carl Powell avait servi dans la garde côtière des États-Unis pendant 12 ans, une carrière entièrement passée à la base de Coos Bay, sur la côte sauvage du sud de l'Oregon. Durant toutes ces années, à travers d'innombrables grains et tempêtes hivernales, il n'avait jamais vu une tempête comme celle qui s'était abattue cet après-midi de novembre. Le ciel, véritable toile de violence atmosphérique, avait pris la couleur de vieux hématomes, un mélange marbré et tourbillonnant de violet, de noir et de gris contusionnés. Le vent, né à des milliers de kilomètres au cœur du Pacifique, déferla sur le rivage avec une fureur qui ébranla les fondations même de la station, projetant le matériel non arrimé à travers la cour en béton comme de vulgaires jouets d'enfants. Le service météorologique suivait le système depuis 3 jours, leurs bulletins devenant de plus en plus urgents à chaque mise à jour, à mesure qu'ils gagnaient en puissance en se dirigeant vers le littoral. Au moment où ils touchent à terre, les vagues atteignaient déjà une hauteur monstrueuse de 20 pieds, et les prévisions annonçaient qu'elles monteraient encore plus haut pour atteindre des hauteurs légendaires. Carl se tenait dans la salle des opérations, un espace qui vibrait du bourdonnement sourd des appareils électroniques et d'une tension palpable. Aux côtés de son équipage, il observait les écrans radars pulsés de bandes menaçantes de vert, de jaune et d'un rouge colérique et grandissant qui signalaient le cœur de la tempête. L'air était saturé du crépitement des canaux d'urgence brouillés par les parasites, ponctués par les appels de détresse désespérés et fragmentés des navires de pêche surpris trop loin du sanctuaire du port lorsque la tempête avait frappé avec une vitesse inattendue. Le capitaine de corvette Sarah Brennan coordonnait l'intervention, sa voix un phare de calme et d'autorité mesurée dans le chaos grandissant. Elle se déplaçait entre les consoles, sa concentration absolue, dirigeant les équipages disponibles vers les situations les plus critiques en premier, un triage de vie face à la puissance écrasante de la mer. L'équipe de Carl fut assignée au Motor Lifeboat 47-225, un navire de 47 pieds spécialement conçu pour les opérations par gros temps, une bête d'acier et d'ingénierie capable de se redresser seule. Il avait fait cette sortie des dizaines de fois auparavant, secourant des pêcheurs bloqués sur des bateaux en panne, remorquant des navires endommagés jusqu'au port, cherchant des survivants dans des conditions qui auraient réduit la plupart des gens à des prières terrifiées. L'équipage s'assembla avec une efficacité bien rodée dans la salle d'équipement. L'air sentait le sel, le gazole et le néoprène. Ils enfilèrent leurs combinaisons étanches orange vif par-dessus leurs uniformes, le matériau épais devenant une seconde peau contre le froid mortel du Pacifique. Ils vérifièrent méticuleusement les joints à leurs poignets, chevilles et cous, s'assurant que tout était parfaitement hermétique. Dans une eau aussi froide, l'hypothermie était une tueuse rapide et impitoyable, capable de mettre fin à une vie en quelques minutes. Les coéquipiers de Carl étaient des hommes avec qui il travaillait depuis des années, des hommes à qui il confiait sa vie chaque fois qu'il s'aventurait dans la gueule béante et tumultueuse de l'océan. Il y avait Derek Simmons, le mécanicien du bateau, un homme trapu et imperturbable de l'Idaho, qui semblait posséder une capacité quasi mystique à réparer n'importe quel problème mécanique avec seulement du ruban adhésif, une clé à molette et une bonne dose de détermination. Martin Fisher était le navigateur, un type calme et réfléchi du Wisconsin qui avait un don étrange, presque surnaturel, pour lire les humeurs de l'océan et trouver des passages sûrs dans des conditions apparemment impossibles. Le plus jeune membre de l'équipe était le jeune Tommy Vasquez, âgé de 23 ans à peine, son visage portant encore une trace d'enthousiasme juvénile. Il était compétent et fort, mais il apprenait encore les leçons dures et impitoyables que seule l'expérience au cœur d'une tempête pouvait enseigner. Ils mirent le Motor Lifeboat à l'eau dans des conditions qui repoussaient les limites absolues de ce que même les équipages les plus chevronnés de la garde côtière considéraient comme acceptable.
Le navire s'écrasait brutalement dans le creux des vagues, l'impact faisant vibrer les tôles du pont, avant de grimper sur les parois quasi verticales de houle qui s'élevaient au-dessus d'eux comme des murailles mouvantes de granit sombre et liquide. La pluie ne tombait pas, elle était projetée à l'horizontale, un torrent d'aiguilles cinglantes propulsé par des vents qui hurlaient à la surface de l'eau, réduisant la visibilité à presque rien malgré les puissants projecteurs montés sur la superstructure du bateau. Karl se tenait à la barre, ses mains agrippant le volant avec une force qui lui faisait mal aux os, sentant chaque vibration et chaque impact à vous retourner l'estomac alors que le bateau se frayait un chemin à travers la tempête. Il suivait les coordonnées que la base avait fournies pour le Sea Serpent, un bateau de pêche qui avait perdu toute puissance et dérivait inexorablement vers les rochers déchiquetés du cap. Ils trouvèrent le bateau de pêche à 3000 au large, un vaisseau fantôme qui se vautrait, impuissant dans la forte houle, ses lumières vacillant avant de s'éteindre. Ils passèrent 90 minutes exténuantes dans des conditions qui hanteraient les rêves de Karl pendant des semaines. Les deux navires, tanguant et roulant dans une danse violente et désynchronisée. Finalement, après plusieurs tentatives infructueuses qui virent des haussières se rompre et des hommes manquant de passer par-dessus bord, ils réussirent à sécuriser une remorque et entamèrent le lent et périlleux voyage de retour vers les eaux protégées de la baie. Le soleil se couchait quelque part derrière le mur impénétrable de nuages de tempête, transformant le monde en un monochrome lugubre de gris et de gris plus foncé, lorsque la radio crépita avec une nouvelle transmission. Le message plongea tout le monde dans la passerelle dans un silence de mort, les seuls bruits étant le rugissement du vent et le gémissement des moteurs du bateau. C'était le pilote d'un hélicoptère Jayhawk de la garde côtière qui effectuait des recherches plus au nord, sa voix tendue par une émotion que Karl ne parvenait pas à identifier, de la confusion peut-être, ou de la pure incrédulité. Il signalait avoir repéré ce qui semblait être une personne agrippée à un grand débris, à environ 8000 au large, surfant sur les vagues massives dans une zone où aucun navire n'avait été porté disparu et d'où aucun autre appel de détresse n'avait été reçu. L'hélicoptère ne pouvait pas tenter de sauvetage dans ces conditions. Les vents étaient trop violents, rendant la descente d'un panier de sauvetage bien trop dangereuse. Ils avaient besoin d'un équipage de bateau pour enquêter et récupérer quiconque se trouvait là-bas, seul au cœur de la tempête. La voix du capitaine de corvette Brennan retentit à la radio un instant plus tard, nette et décisive, avec de nouveaux ordres. Elle ordonna à l'équipage de Karl de confier le remorquage du bateau de pêche à un autre navire envoyé de la station et de se rendre immédiatement aux coordonnées fournies par l'hélicoptère. Karl accusa réception de la transmission sans hésiter, son esprit calculant déjà les nouveaux risques. Il modifia son cap, poussant le moteur lifeboat vers le nord-ouest, s'éloignant de la sécurité relative de la côte pour s'aventurer vers le large, là où la pleine puissance de la tempête pouvait s'abattre sur eux sans entrave. Les vagues avaient atteint une hauteur terrifiante de 25 pieds lorsqu'ils arrivèrent dans la zone de recherche, d'immenses montagnes d'eau mouvantes qui soulevaient le bateau haut sur leur crête, offrant une vue panoramique fugace du chaos, avant de le laisser tomber dans de profondes vallées où le vent semblait momentanément disparaître, un silence sinistre avant qu'il ne rugisse de nouveau avec une violence redoublée. Martin se tenait à côté de Karl au poste de navigation, les yeux fixés sur les écrans, annonçant les corrections de cap, regardant les coordonnées GPS se rapprocher de l'emplacement signalé par l'hélicoptère. Derek et Tommy étaient sur le pont arrière, sécurisés par des lignes de vie, leurs corps calés contre le roulis du bateau, balayant méthodiquement l'obscurité de leurs projecteurs qui peinaient à percer le rideau de pluie et d'embrun. Ce fut Tommy qui le vit le premier. Sa jeune voix, légèrement fêlée par un mélange d'excitation et de tension, cria plus fort que le vent, son bras pointant vers bâbord avant, en direction d'une forme sombre qui montait et descendait avec la houle.
Karl manœuvra le bateau avec précaution, luttant contre la barre pour garder le contrôle, alors que le moteur lifeboat roulait et tanguait violemment. Il pointa les projecteurs principaux sur ce qui se trouvait là-bas, dans l'eau déchaînée. Ce qu'ils virent n'eut aucun sens au début, le cerveau humain peinant, échouant à traiter l'image impossible illuminée par les faisceaux blancs, crus et stériles. Il y avait bien un débris, une section massive de ce qui ressemblait à un vieux quai ou à une jetée, des planches usées par les éléments maintenus ensemble par d'épaisses poutres noircies à la créosote, flottant sur les vagues comme un radeau rudimentaire de fortune. Mais agrippé à ce débris se trouvait quelque chose qui ne pouvait pas être là, quelque chose qui n'aurait dû exister que dans les histoires racontées au coin du feu et sur les photos floues et contestées des sites internet conspirationnistes. C'était immense, bien plus grand qu'un être humain, avec des bras aussi épais que des troncs d'arbres enroulés autour d'une des poutres centrales. Son corps était entièrement couvert de longs poils sombres qui pendaient en paquets humides et emmêlés, ruisselant d'eau chaque fois que le débris s'élevait sur la crête d'une houle. La première pensée de Karl, la partie rationnelle et entraînée de son esprit, tentant désespérément d'imposer un ordre à l'impossible, fut que ce devait être un ours, un grand ours noir, emporté en mer on ne sait comment pendant la tempête, s'accrochant à l'épave dans une tentative désespérée et primale de survie. Mais alors que le projecteur restait fixé sur la silhouette, que le bateau se rapprochait et que les détails devinrent effroyablement plus clairs, cette explication s'effrita comme du sable dans les vagues. Les proportions n'étaient pas celles d'un ours. Les membres étaient trop longs et articulés, le torse trop large et droit. Et lorsque la créature tourna la tête vers la lumière aveuglante, lorsque Karl vit le visage capturé dans ce faisceau brillant et impitoyable, son sang se glaça d'une manière qui n'avait rien à voir avec la tempête de novembre. Le visage n'était pas humain, mais il n'était pas purement animal non plus. C'était quelque chose d'impossiblement, de terrifiamment coincé entre les deux, avec une arcade sourcilière lourde et proéminente qui jetait une ombre sur des yeux qui renvoyaient la lumière du projecteur, avec une lueur ambrée dérangeante. Le nez était large et plat, la mâchoire massive et puissante, et l'expression sur ce visage, alors qu'il fixait le bateau qui approchait, était celle d'une terreur pure et primitive. La créature ouvrit la bouche et poussa un son qui perça même le hurlement du vent. Un cri guttural qui n'était ni humain ni animal. Une vocalisation qui portait des notes de peur, de rage et autre chose. Une tristesse profonde et résonnante que Karl ne put identifier, mais qui lui noua l'estomac d'une terreur instinctive et inexplicable. La voix de Derek, légèrement tremblante, s'éleva du pont. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette chose? Karl, c'est quoi? Karl n'avait pas de réponse, car son propre esprit refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient, cherchant encore frénétiquement une explication rationnelle qui donnerait un sens à l'impossible. Mais il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait aucune raison logique pour que cette chose s'accroche à ce débris à 8000 au large, au milieu d'une tempête de catégorie 4. La créature était réelle, elle était là. Elle les regardait droit dans les yeux avec ses prunelles ambrées et brillantes, et chaque instinct, dans le corps de Karl, affûté par des années à affronter le danger, lui hurlait de faire demi-tour et de s'éloigner de cette chose aussi vite que les moteurs le permettraient. Mais ils étaient la garde côtière, ils avaient prêté serment de porter assistance à quiconque en détresse. Quel que soit le danger, quelle que soit cette créature, elle était clairement en grande difficulté, agrippée à une épave dans une mer qui finirait par l'en arracher et l'entraîner dans les profondeurs écrasantes. Karl prit sa décision en une fraction de seconde, un choix né du devoir plutôt que de l'instinct, sachant au moment même où il donnait les ordres qu'il commettait peut-être une terrible et fatale erreur. Il dit à Derek et Tommy de se préparer pour une opération de sauvetage, de préparer le filet de récupération, d'approcher le débris par le côté sous le vent où ils auraient le plus de contrôle. Le moteur lifeboat s'approcha, ses moteurs luttant pour maintenir sa position contre la poussée incessante du vent et du courant.
Karl pouvait voir la créature plus clairement maintenant dans la lueur fixe du projecteur. Elle était massive, mesurant facilement 8 ou 9 pieds de haut, même dans sa position recroquevillée et défensive sur le débris, avec des épaules qui devaient faire 4 pieds de large. Le poil qui couvrait son corps était d'un brun foncé qui paraissait noir une fois mouillé, épais et rêche, pendant en lourdes cordes dégoulinantes. Ses mains étaient énormes, avec des doigts aussi épais que des saucisses enroulées autour de la poutre en bois, et Karl pouvait voir les puissants muscles se contracter et se détendre sous la fourrure trempée alors que la créature changeait de prise à chaque vague. L'odeur les frappa lorsqu'ils arrivèrent à moins de 30 pieds, une puanteur si écrasante, si viscéralement immonde que Tommy se pencha par-dessus le bastingage et vomit, malgré sa combinaison étanche et les heures d'entraînement conçues pour préparer les équipages de la garde côtière à toute situation. C'était l'odeur de la mort et de la décomposition, de choses pourrissant dans des endroits sombres et humides, de viande avariée et de déjections animales, le tout combiné à une odeur musquée et profonde si puissante qu'elle semblait presque solide. Une présence physique qui envahissait les narines, la gorge et les poumons. Les yeux de Karl pleurèrent et son estomac se souleva, mais il garda les mains fermes sur les commandes, rapprochant encore le bateau, observant la créature les observer avec ses yeux ambrés qui détenaient une intelligence profondément et fondamentalement anormale. Derek et Tommy déployèrent le filet de sauvetage, un grand panier en maille conçu pour récupérer les personnes trop blessées ou épuisées pour monter à bord par leurs propres moyens. Le plan était simple en théorie. Approcher le filet suffisamment près pour que la créature puisse s'y agripper, puis treuiller le filet et la créature hors de l'eau et sur le pont, où ils pourraient lui porter secours et essayer de comprendre à quoi diable ils avaient affaire. Mais la créature avait d'autres idées. Alors que le filet plongeait dans l'eau à côté du débris et que Derek criait des encouragements avec les phrases standards et apaisantes utilisées pour les sauvetages en mer, le comportement de la créature changea en un instant. La terreur qui avait été visible dans sa posture se transforma en toute autre chose, quelque chose d'agressif et d'explosivement violent. Elle lâcha sa prise sur la poutre et s'élança vers le bateau avec une vitesse qui semblait impossible pour une créature aussi grande, sa bouche s'ouvrant pour pousser un autre de ces cris terribles qui ébranlaient l'âme, ses longs bras s'étendant avec une intention clairement hostile. Le débris bascula dangereusement sous le déplacement du poids de la créature, et pendant un instant terrifiant, Karl crut qu'elle allait tomber à l'eau. Au lieu de cela, elle utilisa la plateforme inclinée pour se propulser vers le moteur lifeboat, couvrant la distance en un seul bond puissant qui aurait dû être physiquement impossible. La créature heurta le flanc du bateau avec une force prodigieuse, ses mains massives agrippant le bastingage, son poids faisant gîter le navire à un angle dangereux. Martin fut projeté à travers la passerelle, heurtant la cloison dans un cri de douleur aigu. Karl lutta avec les commandes, essayant de compenser le changement d'équilibre soudain et violent, mais la créature grimpait maintenant, se hissant par-dessus le bastingage, avec ses bras incroyablement forts. L'odeur s'intensifia, au point que la vision de Karl se brouilla à cause des larmes qui coulèrent de ses yeux. Tommy était le plus proche de l'endroit où la créature passa par-dessus bord, et dans un moment d'hésitation fatale née de la jeunesse et de l'inexpérience, il tendit la main pour essayer d'aider plutôt que de reculer pour se mettre en sécurité. La main de la créature jaillit plus vite que les yeux de Karl ne purent la suivre. Ses doigts massifs se refermèrent sur le bras de Tommy juste au-dessus du coude, et même par-dessus le rugissement de la tempête, Karl entendit le son écœurant et explosif de l'os qui se brise, un craquement sec comme un coup de feu. Tommy hurla, un son aigu et mince de pure agonie, et la créature le tira vers elle, avec une force désinvolte et horrifiante, soulevant complètement le jeune homme du pont comme s'il ne pesait rien du tout. Derek criait quelque chose, sa bouche bougeait mais les mots se perdaient dans la symphonie chaotique du vent et des cris. Il plongea vers le coffre à matériel où il gardait les fusées de détresse et l'équipement d'urgence. La créature projeta Tommy à travers le pont comme un enfant jetant un jouet cassé.
Le corps du jeune homme heurta le bastingage opposé avec un bruit sourd et final avant de basculer mollement par-dessus bord dans l'eau noire et bouillonnante. Karl abandonna les commandes et se jeta sur la radio, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine appuyer sur le micro. Il hurlait dedans, un son brut et primal, lançant un Mayday, donnant leur position, essayant de décrire ce qui se passait même si les mots semblaient insensés en sortant de sa bouche. Le motor lifeboat tanguait maintenant, travers aux vagues sans personne à la barre, et une grosse houle les frappa de flanc, envoyant une cascade d'eau verte sur le pont. La créature ne semblait pas s'en soucier. Maintenant, son équilibre avec une aisance qui témoignait d'un confort inné dans cet environnement violent. Elle se tourna vers Karl, ses yeux ambrés pleins d'une rage ancienne et profonde et de quelque chose qui aurait pu être de la faim. Elle fit un pas en avant et les tôles du pont gémirent sous son poids immense. Karl pouvait voir des détails que son esprit cataloguerait et porterait pour toujours. La façon dont l'eau coulait de la fourrure emmêlée en ruisseau, le réseau de vieilles cicatrices qui traversaient le torse de la créature en lignes pâles et argentées, les dents jaunâtres et redoutables, visibles derrière des lèvres retroussées, les doigts terminés par des ongles noirs, qui étaient presque des griffes. Derek sortit du coffre à matériel avec un pistolet lance-fusée à la main. Il n'hésita pas. Il pointa l'arme sur la créature et tira à bout portant dans sa poitrine. La fusée frappa la créature en plein sternum et s'enflamma avec une lumière rouge brillante et brûlante, le phosphore brûlant à des milliers de degrés. Le cri de la créature cette fois-ci fut de pure douleur, un son si fort et terrible que Karl le sentit vibrer dans ses os. La créature recula en chancelant, griffant la fusée brûlante enfoncée dans sa poitrine, et Derek tira à nouveau, ce tir atteignant la créature à l'épaule, ajoutant un deuxième point de lumière incandescente au premier. Mais au lieu de chasser la créature du bateau, la douleur sembla l'enrager davantage. Elle chargea Derek avec une vitesse terrifiante, malgré les fusées enflammées. Derek essaya d'esquiver, mais il n'y avait nulle part où aller sur le pont instable et glissant. La créature le faucha d'un seul bras, l'impact soulevant Derek de ses pieds et l'envoyant s'écraser à travers la vitre de la passerelle. Le verre de sécurité vola en éclats et Derek disparut à travers l'ouverture, son corps atterrissant quelque part à l'intérieur de la passerelle avec un bruit lourd et final. Karl bougeait sans réfléchir, l'adrénaline pure et des années d'entraînement prenant le dessus. Il attrapa la hache d'urgence de son support sur la cloison et la leva alors que la créature se retournait vers lui. Le motor lifeboat roula avec une autre vague et les pieds de Karl glissèrent sur le pont mouillé. Mais il garda sa prise sur la hache, sachant que c'était la seule arme qu'il avait, sachant qu'il allait probablement mourir dans les prochaines secondes, mais déterminé à se battre jusqu'au bout. Puis le bateau tangua violemment, frappé par une vague plus grosse que les autres, et la créature perdit pied un instant, ses bras massifs tournoyant pour trouver l'équilibre. Karl vit sa chance et abattit la hache de toutes ses forces, visant le torse de la créature. Mais son propre appui était instable, et le coup manqua sa cible, la lame de la hache ricochant sur l'épaule de la créature au lieu de mordre profondément. Ce fut suffisant pour la faire saigner. Cependant, une ligne sombre apparaissant là où la lame avait coupé la fourrure et la peau. La créature rugit de nouveau, ce son terrible, et frappa Karl au visage d'un revers de la main avec une violence désinvolte et méprisante. Le monde devint blanc, puis noir, puis à nouveau blanc. Karl se retrouva sur le dos sur le pont, le visage tordu de douleur, du sang emplissant sa bouche, là où ses dents avaient coupé l'intérieur de sa joue. Il pouvait goûter le cuivre et le sel, sentir l'eau froide s'infiltrer dans sa combinaison étanche, là où les tôles du pont étaient submergées. Et il réalisa, avec une surprise lointaine et détachée, qu'il était toujours en vie, toujours conscient. La créature s'éloignait de lui, vers la poupe, et pendant un instant, Karl pensa qu'elle partait, qu'il l'avait peut-être assez blessée pour la faire fuir. Mais ensuite il vit ce que la créature regardait, et une nouvelle horreur, plus froide encore, remplaça l'ancienne. Il y en avait d'autres dans l'eau.
Karl pouvait les voir clairement dans les projecteurs qui brillaient encore depuis la superstructure du bateau. Des formes sombres et massives, nageant à travers les vagues avec des brasses puissantes et efficaces. Des têtes percèrent la surface pour révéler des visages semblables à celui qui était monté à bord, des yeux ambrés brillants dans la lumière. Il y en avait au moins 4, peut-être plus, se déplaçant dans l'eau comme si elles y appartenaient, comme si l'océan était leur habitat naturel. Elles convergeaient vers le Motor Lifeboat depuis plusieurs directions. La créature sur le pont émit un son différent des cris, une série d'aboiements profonds et rauques qui portèrent sur l'eau. Les créatures nageuses répondirent avec des vocalisations similaires. Karl réalisa avec une certitude écœurante qu'elles communiquaient, se coordonnaient, travaillant ensemble avec une intelligence qui les rendait infiniment plus dangereuses que de simples animaux. La créature se déplaça vers le bastingage arrière et plongea du bateau sans hésitation, disparaissant dans une houle avec à peine une éclaboussure. Karl était seul sur le pont avec le vent et la pluie et la certitude que quelque chose de terrible allait se produire. Il se releva, s'aidant du bastingage, la tête lui tournant à cause du coup reçu. Il tituba vers la passerelle où Martin et Derek avaient tous deux disparu. La passerelle était en ruine, du verre partout, du matériel arraché de ses fixations. Martin rampait lentement vers la radio, un bras pendant mollement à son côté, clairement cassé. Derek gisait immobile près du poste du navigateur, sa tête penchée à un angle que Karl savait anormal, un angle qui signifiait la mort. Karl sentit quelque chose se briser en lui à la vue du corps de son ami. Mais il n'y avait pas de temps pour le chagrin. Le bateau était maintenant secoué violemment, non pas par les vagues, mais par autre chose. Par de puissants impacts contre la coque, réguliers, rythmés et horriblement délibérés. Les créatures frappèrent le bateau par en dessous, des coups puissants qui secouaient tout le navire. Karl pouvait entendre le son du métal gémissant sous la contrainte. Il rejoignit Martin et l'aida à se relever, et ensemble, ils trébuchèrent jusqu'à la radio. Martin essayait de parler, mais du sang coulait de sa bouche, rendant ses mots humides et indistincts. La radio fonctionnait encore, un miracle dans ce chaos. Karl attrapa le microphone et donna à nouveau leur position. Hurla qu'ils étaient attaqués, qu'ils avaient besoin d'une assistance immédiate, que Tommy était à l'eau, que Derek était mort, qu'il y avait des créatures, plusieurs créatures. Il savait qu'il avait l'air fou, mais il s'en fichait parce que tout était vrai, chaque mot impossible et insensé. La voix qui répondit était celle du capitaine de corvette Brennan. Elle posait des questions, essayait de comprendre, lui disait que les secours arrivaient, mais ces mots semblaient lointains et sans importance comparés à la réalité immédiate et écrasante de la situation. Un autre impact, plus fort que les autres, et cette fois Karl entendit le son indubitable et terrifiant de la coque qui se perce, du métal qui se déchire, de l'eau qui s'engouffre. Le moteur lifeboat gîta soudainement sur bâbord, le pont s'inclinant à un angle qui ne pouvait signifier que des dommages catastrophiques. Karl sut avec une certitude absolue que le bateau coulait, que les créatures avaient percé un trou dans la coque renforcée, qu'il leur restait peut-être 2 minutes avant que l'océan ne réclame entièrement le navire. Il tira Martin vers la porte, vers le pont, vers le radeau de sauvetage qui était monté dans un conteneur à largage rapide au milieu du navire. Ils firent peut-être 3 pas avant que le bateau ne chavire complètement, le bastingage bâbord passant sous l'eau, l'eau verte inondant le pont et s'engouffrant par les vitres brisées de la passerelle. Karl perdit sa prise sur Martin, perdit l'équilibre, sentit le monde basculer alors que le moteur lifeboat se retournait. Puis il fut dans l'eau, le froid le frappant comme un coup de poing, malgré la combinaison étanche, les vagues se refermant au-dessus de sa tête et l'entraînant vers le bas, dans l'obscurité suffocante.